Merci, mon cher ami. Bonjour tout le monde. Tout le plaisir et l'honneur pour moi. Je suis très content et très ravi d'être parmi vous pour parler d'une autre urgence urologique, donc, qui est représentée par les coliques néphrétiques dans les deux formes, qu'elles soient simples et compliquées. Donc, la colique néphrétique est définie comme un syndrome douloureux aigu lombo-abdominal. Donc, elle survient suite à la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction, et ceci quelle que soit la cause. Et on va voir que la principale cause est la maladie lithiasique, donc la lithiase, plus précisément la lithiase de l'urtère. Il s'agit d'une urgence médicale en premier, mais donc, dans certains cas, ça devient une urgence médico-chirurgicale et une urgence urologique, donc, dans le propre sens du terme. Le diagnostic est généralement facile et évoqué à l'examen clinique. Donc, la majorité des patients, dans plus de 90% des cas, ils vont présenter une colique néphrétique simple, mais donc, là, ça nécessite juste un traitement antalgique, puis un suivi en ambulatoire. Mais ceci n'empêche pas qu'il faut chercher toujours un terrain particulier qui peut représenter donc, une complication en lui-même, et surtout des signes de gravité qui vont nécessiter une prise en charge spécialisée urologique. Il faut savoir qu'enfin, le traitement symptomatique doit être entrepris immédiatement, sans délai, avant même de réaliser le bilan étiologique, et donc qui sera différé, donc on va le faire donc, dans les heures qui suivent. Donc sur le plan épidémiologique, il s'agit donc d'une pathologie qui est très fréquente, ça représente le motif urologique le plus fréquent de consultation dans les salles d'urgence. Sa fréquence est estimée entre 1 et 2% des pathologies rencontrées donc, dans les salles d'urgence, et elle représente donc l'urgence nocturne la plus rencontrée par les médecins généralistes. Sa prévalence est en constante augmentation dans les pays industrialisés, et là, ça suit un peu la prévalence de la lithiase urinaire, puisque c'est la première cause. Il faut savoir également que 10% environ de la population générale vont présenter à un certain moment de leur vie au moins un épisode de colique néphrétique, mais ça peut se répéter par la suite. C'est une pathologie qui intéresse un peu plus l'homme que la femme, donc les hommes jeunes, âgés entre 20 et 50 ans. Après avoir présenté un premier épisode de colique néphrétique, donc il y a de fortes chances qu'il y aura des récidives par la suite, et qui va augmenter avec le temps, et ça peut atteindre à peu près 50% donc, de risque de récidive à 5 ans, si on ne prend pas donc, les mesures préventives adéquates. Donc il faut s'intéresser un petit peu tout d'abord à la physiopathologie de la colique néphrétique, parce que c'est intéressant pour comprendre tout d'abord le mécanisme et pour comprendre comment la traiter par la suite. Et donc pendant longtemps, on a cru que la colique néphrétique était liée donc, au spasme, mais ce n'est pas vraiment la réalité. En fait, la colique néphrétique elle est en relation avec l'augmentation brutale et rapide de la pression qui règne au niveau de la voie excrétrice en amont de l'obstacle, qui est donc généralement un calcul. Donc il y a une augmentation de la pression intrapiélique qui est la source de la douleur, plus que l'augmentation de la pression au niveau de l'urtère, qu'on voit en premier. Et cette augmentation de la pression intrapiélique elle est liée principalement à deux facteurs. Tout d'abord, il y a un œdème généré au contact du calcul par l'irritation de la muqueuse adjacente. Ceci va être responsable d'une rétention d'urine et qui va bloquer davantage le calcul donc à ce niveau. Dans un deuxième temps, il y aura une synthèse intrarénale de prostaglandines qui a des propriétés vasodilatatrices. Donc, donc, on va voir par la suite une augmentation du flux sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire qui va essayer de contrebalancer cette hyperpression hydrostatique. Donc, ce mécanisme va aboutir à un maintien donc, du débit de filtration glomérulaire qui lui-même va augmenter plus la pression intrapiélique. Il y aura une production donc, constante de l'urine qui va augmenter encore cette pression intrapiélique. D'où donc également, par la suite, on va revenir, il y aura une augmentation de la production de prostaglandine E2, et donc on va aboutir à un véritable
cercle vicieux donc, qui va entretenir cette augmentation donc, de la pression intrapédique, d'où le maintien de la douleur. Et donc, si on n'arrive pas à lever l'obstacle rapidement, donc, les choses vont s'aggraver et la douleur donc, va persister. Parallèlement, bon, je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai mis les références de ce schéma-là qui reste intéressant pour comprendre la physiopathologie. Donc, parallèlement, cette dilatation des cavités pérocalicielles va se majorer et va entraîner une stimulation des terminaisons nerveuses de la musculature lisse de la paroi de l'urtère. Donc, cette paroi de l'urtère va se contracter pour faire progresser l'obstacle, d'où ce qui explique le mécanisme de l'expulsion spontanée des calculs. Mais si le calcul n'arrive pas à bouger et qu'il est enclavé, donc il ne va pas progresser, donc la paroi urétérale va se contracter en permanence et il peut s'installer un véritable spasme des fibres musculaires lisses du fait de cette contraction prolongée. Donc, bien sûr, comme tout muscle qui va se contracter et qui va travailler beaucoup, donc il y aura une production d'acide lactique qui va stimuler les fibres nociceptives, donc qui va accentuer encore la douleur. Enfin, il y a également l'hypothalamus, donc le système nerveux central, qui va jouer un rôle particulier pour les aspects émotionnels de la perception douloureuse. Donc, on voit bien donc, que c'est un mécanisme qui est lié et qui va agir en augmentant cette douleur si on n'intervient pas. Donc, donc la colique néphrétique peut se présenter sous différents tableaux. Le tableau le plus fréquent, c'est la colique néphrétique simple. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire simple, ou on peut dire plutôt non compliqué? Donc c'est une colique néphrétique qui se présente avec une douleur typique chez un patient qui n'a aucune morbidité, tout d'abord, sans fièvre, sans syndrome inflammatoire biologique, avec un sédiment urinaire propre, donc lorsqu'on fait les bandelettes urinaires, sa diurèse est conservée et sa fonction rénale est normale. Donc toutes les autres situations, ça va représenter des coliques néphrétiques compliquées. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'emblée ou apparition secondaire de signes de gravité. Tout d'abord, donc, une fièvre, un état septique qui va définir la pyélonéphrite obstructive, une baisse de la diurèse, donc une obstruction. On va voir pourquoi il va y avoir cette oligoanurie. D'emblée, une insuffisance rénale aiguë, un échec de traitement antalgique bien conduit, donc on parle de colique néphrétique hyperalgique, de colique néphrétique bilatérale, et enfin la rupture de la voie excrétrice. Soit il y a une douleur qui, a priori, n'a pas donc, ces critères de gravité, mais qui survient chez un terrain particulier. Tout d'abord, une femme enceinte, chez un patient qui est déjà insuffisant rénal chronique, ou porteur d'un rein anatomique ou fonctionnel unique, chez un patient transplanté, ou bien un patient qui est porteur d'une uropathie connue, ou enfin les patients immunosupprimés. Donc sur le plan clinique, le maître symptôme, c'est la douleur qui a certaines caractéristiques. Cette douleur, elle est typiquement brutale et intense, unilatérale, siégeant au niveau de la fosse lombaire où elle est lombo-abdominale, et là, une irradiation particulière qu'on connaît tous, donc une irradiation antérieure et descendante donc vers la racine interne des cuisses, la fosse iliaque et les organes génitaux externes. Donc, avec cette douleur, il n'y a aucune position antalgique donc possible, donc ce qui la différencie un petit peu des autres douleurs, surtout les douleurs mécaniques. Généralement, il n'y a pas de facteur déclenchant ou aggravant, et elle est plutôt plus fréquente au cours de la matinée, puisqu'il y a une diminution de la production urinaire donc pendant la nuit et durant les saisons chaudes. Cette douleur peut céder spontanément dans certains cas s'il y a soit une expulsion spontanée du calcul, surtout lorsque les calculs sont distaux et de petite taille, ou bien en cas de rupture de la voie excrétrice. Donc là, bien sûr, il y a une levée de l'obstruction, mais les urines qui sont bien sûr drainées dans une autre partie du corps, donc qui n'est pas physiologique. Il faut savoir qu'il y a également des signes associés, donc qui sont très évocateurs de colique néphrétique, qu'ils soient digestifs, surtout avec des nausées, des vomissements, des ballonnements, un arrêt du transit par un ileus réflexe, des signes urinaires, donc surtout des signes irritatifs, et qu'on rencontre le plus souvent en cas de calcul du bas urtère. Il y a également une agitation, on parle de colique frénétique, une anxiété,
Et généralement, donc, il n'y a pas de signes généraux qui sont présents, il n'y a pas de fièvre, bien sûr, ni d'oligonurie en cas de colique néphritique simple, et l'état général est généralement conservé. Donc, comment procéder une fois on a un patient qui consulte pour colique néphritique? On a dit que le diagnostic est tout d'abord clinique, donc il faut vraiment suivre une démarche diagnostique qui commence par un bon interrogatoire, tout d'abord qui va spécifier les caractéristiques de la douleur, donc son moment d'apparition, son type, sa localisation et l'irradiation. Donc il faut préciser l'heure et la quantité de la dernière miction. Il faut donc chercher est-ce qu'il y a des signes urinaires ou digestifs associés. Et chez la femme, donc la femme en âge de procréation, il faut chercher la date de dernière règle et puis préciser si elle est porteuse d'un moyen de contraception. Il faut également chercher des antécédents familiaux ou personnels de lithiase urinaire, chercher est-ce qu'il y a eu des crises similaires donc, dans les antécédents. Il faut voir est-ce que le malade est porteur de certaines pathologies ou situations qui peuvent favoriser donc, la formation de calculs, que ce soit des maladies atropisme osseux, des maladies urologiques qui sont responsables de stase urinaire, de prise de certains médicaments lithogènes, et enfin donc, des facteurs environnementaux, que ce soit un voyage récent prolongé, une activité sportive ou une restriction hydrique, qui serait donc une situation propice à la formation de calculs. Donc sur le plan général, il n'y a pas de fièvre en cas de colique néphritique simple et la pression artérielle est généralement normale ou basse par un réflexe vagal. Concernant les signes physiques, donc l'abdomen est souple et dépressible sans défense, peut-être parfois météorisé en cas d'uréus réflexe. La palpation du flanc et de la fosse lombaire va trouver une sensibilité ou bien une douleur, et surtout c'est la percussion donc, qui va réveiller plus la douleur. Chez l'homme, donc, on peut trouver un testicule qui est rétracté, ascensionné, mais qui reste indolore à la palpation, donc d'où on peut éliminer à ce moment-là un problème testiculaire d'origine. Mais il faut savoir que malgré cette symptomatologie qui est extrêmement bruyante, l'examen clinique reste relativement pauvre et il faut toujours rechercher les signes de gravité qui orientent le malade vers une prise en charge urologique urgente. Donc, sur le plan biologique, il y a un seul examen à réaliser devant une colique néphritique simple. Donc, on se contente de réaliser des bandelettes urinaires en première intention. Donc, c'est le seul examen qui est recommandé. Donc, tout le reste, on le fait uniquement s'il y a vraiment des symptômes qui nous font orienter ou suspecter une complication. Donc, avec cette bandelette, on cherche surtout s'il y a une hématurie microscopique qui oriente plus vers le diagnostic de colique néphritique et surtout son origine lithiasique. On élimine une infection urinaire donc, par l'absence de leucocytes et de nitrites négatives. Et donc le pH urinaire peut nous orienter un petit peu vers l'étiologie. Donc chez la femme, on peut donc s'aider par un test de grossesse si la patiente est en âge de procréer. Donc ici, je rappelle un petit peu les signes de gravité qu'il faut chercher systématiquement. Donc, on les a donc développés tout à l'heure. Donc, en ce moment-là, on peut être amené à réaliser d'autres examens biologiques. Donc, une créatinémie pour évaluer la fonction rénale. Si la bandelette urinaire est positive ou s'il y a un syndrome infectieux, donc on réalise un ECBU. Si le patient est fébrile, donc un syndrome inflammatoire biologique avec une numération de la formule sanguine et une CRP. En cas de vomissement, donc il faut doser la natrémie et la kaliémie pour éventuellement les corriger. Et en cas d'infection, donc on est obligé de faire donc, des hémocultures, voire un bilan d'hémostase en vue d'un geste invasif. Donc, concernant les étiologies, dans plus de 3/4 des cas, il s'agit d'un obstacle lithiasique et surtout, ce sont des lithiases de migration donc, qui vont se trouver dans l'urtère et qui vont donc entraîner une obstruction urétérale. Les autres causes non lithiasiques peuvent être soit des obstructions intrinsèques au niveau de la voie excrétrice, qu'elles soient donc congénitales ou tumorales, ou bien infectieuses, ou bien des compressions extrinsèques représentées essentiellement par les tumeurs pelviennes. Donc il faut savoir également qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels.
surtout lorsque la colique néphrétique n'est pas donc typique, donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça nécessite toujours donc, un examen clinique précis pour éliminer les autres causes, qu'elles soient digestives, gynécologiques, cardiovasculaires, pulmonaires ou autres. Donc, le diagnostic, tout d'abord clinique, mais ensuite, il est radiologique. Et donc, l'imagerie est là comme objectif de confirmer ou d'infirmer le diagnostic en montrant l'obstacle et la dilatation de la voie excrétrice secondaire. Elle peut préciser également l'étiologie, qu'elle soit lithiasique ou autre, et évaluer la gravité de cette obstruction, et surtout, en cas donc, de rein unique, déterminer le cas nécessitant une prise en charge urologique urgente, et donc elle permet également d'adapter la prise en charge ultérieure. Donc le premier examen qu'on va citer, c'est l'arbre urinaire sans préparation. Donc c'est un examen qui a l'avantage d'être facile de réalisation, avec un niveau d'irradiation qui est faible. Il permet de différencier entre calcul radiotransparent et calcul radio-opaque, mais lorsqu'il est réalisé seul, c'est un examen qui a une sensibilité et une spécificité qui sont médiocres. Donc surtout la sensibilité qui est de l'ordre de 50%. Et surtout, lorsque le calcul est trop petit, qui n'est pas donc, vraiment radio-opaque, donc soit radiotransparent ou faiblement radio-opaque, peut être également masqué par les gaz digestifs ou en projection donc, sur les reliefs osseux. Mais cet examen trouve donc son utilité lorsqu'on l'associe à l'échographie. Donc on fait ce qu'on appelle le couple AUSP-échographie. Donc là, ça va augmenter beaucoup sa sensibilité et sa spécificité. Et c'est un examen également utile pour le suivi des calculs traités. Par exemple, lorsqu'on fait une lithotricie extracorporelle, donc ça sert vraiment à la surveillance et donc c'est un examen qui est très utile. Donc vous voyez donc, les images, donc les opacités lithiasiques qu'on voit donc, sur le cliché en haut, donc en projection au niveau du rein droit, et en bas c'est une opacité qui se projette sur le trajet de l'urtère pelvien, donc préméatique. Le deuxième examen, c'est l'échographie. Donc elle a l'avantage d'être un examen disponible, reproductible, non irradiante, qui peut être réalisée, donc si elle est disponible aux salles d'urgence, mais on doit pas, donc, ça ne doit pas retarder la prise en charge de ces malades-là. Donc c'est l'examen de choix chez la femme enceinte puisqu'il n'y a pas d'irradiation. Donc cette échographie montre tout d'abord des signes directs, donc le calcul on le voit, donc sous forme d'une zone ou bien d'une image hyperéchogène avec une cône d'ombre acoustique postérieure, donc c'est bien illustré. Sur le schéma du haut, donc on voit que le calcul en situation rénale. En bas, c'est un calcul de l'urtère préméatique avec la dilatation, donc la flèche, les deux flèches noires, donc la dilatation de l'urtère pelvien en amont de la lithiase. Comme il peut montrer juste des signes indirects d'obstruction, donc une dilatation des cavités pilocalicielles, mais cette dilatation peut mettre quelques heures à apparaître, donc parfois, on est un petit peu étonné des résultats d'échographie lorsqu'il est réalisé très tôt après l'apparition de la douleur. Donc, si on refait l'échographie après 5-6 heures, on va retrouver en ce moment-là une dilatation. Donc, il a une spécificité qui est très bonne lorsqu'on voit cette image-là. Donc, c'est presque une pathognomonique d'une lithiase, mais sa sensibilité est faible. Donc, pourquoi? Parce que ça dépend de la taille et de la position du calcul. Et surtout les calculs de l'urtère lombaire qui restent donc, mal reconnus par l'échographie. Donc le couple AUSP-échographie, c'est une alternative, c'est actuellement donc, une alternative de première intention en cas de colique néphrétique simple. Et donc lorsqu'on réalise les deux examens ensemble, ça améliore les résultats des deux examens. Et donc c'est plus performant que si on réalise les deux examens séparément. Vous voyez ici, chez un même malade donc, qui présente une colique néphrétique droite, donc on voit l'image, donc le calcul de la jonction pilo-urutérale obstructive, donc avec une dilatation en amont, comparé au côté gauche, là où donc, le rein qui n'est pas dilaté. Ici, donc, on voit une image de dilatation, mais on ne voit pas le calcul. On peut mesurer le diamètre donc antéro-postérieur. Ici, il est de 19,7 mm.
donc, qui témoigne qu'il y a une vraie dilatation. Et lorsqu'on descend en bas, on fait donc une échographie pelvienne avec une vessie pleine. On voit l'origine de cette obstruction et cette dilatation, qui est un calcul méatique. On voit vraiment, c'est un calcul méatique. On voit bien cette image hyperéchogène avec le cône d'ombre acoustique et le début de dilatation qu'on voit à côté donc, de l'urtère préméatique. Donc, l'autre examen qu'on va citer, c'est le scanner, donc sans produit de contraste, donc le SPC, comme vous le savez. Donc, c'est devenu actuellement le gold standard pour l'exploration de la colique néphritique, simple, vu que c'est un examen qui est rapide, avec une performance très importante, qui est même supérieure au couple AUSP échographie. Il a une grande sensibilité, qui dépasse 90% pour la détection des calculs, même radiotransparents et les microcalculs. Il précise également la nature de l'obstacle, son siège, donc sous forme d'image. Donc vous voyez, c'est le scanner chez le même malade. On voit le cliché du haut, donc ce sont des coupes axiales. Le cliché du bas, c'est une reconstruction coronale. Et donc on voit l'image du calcul sous forme d'une image hyper dense. On peut mesurer sa densité. Et cette densité peut nous orienter même vers le type donc, présumé du calcul. Il précise également donc, les diagnostics différentiels des pathologies extra-urinaires. Donc il a un grand intérêt pour la stratégie appropriée, qu'elle soit attentiste ou interventionnelle. Donc, mais le grand inconvénient pour le scanner, c'est que lorsqu'on réalise un examen standard, sans injection, c'est un examen qui est très irradiant. Donc on voit que le niveau d'irradiation il est élevé, c'est presque 10 fois un arbre urinaire sans préparation. Et surtout lorsque le sujet est jeune, donc on a dit qu'il y a de fortes chances que ce sujet va récidiver beaucoup de fois. Et donc si on s'amuse à réaliser à chaque fois un scanner donc, standard, donc ça va être donc, des doses cumulées d'irradiation. C'est pour cela qu'il faut toujours prioriser, en cas de colique néphritique simple, ce qu'on appelle le scanner sans injection, basse dose ou low dose, surtout chez les patients qui ne sont pas obèses, donc qui ont une IMC inférieure à 30. Donc là, la dose d'irradiation est la voisine, celle de la USP, et qui est nettement inférieure à un scanner non injecté standard. Vous voyez également ici une image d'un calcul obstructif de l'urtère, donc ilio-lombaire. Donc pour le scanner low dose, vous voyez ici, si je reviens, la différence, vous voyez ici que les images sont très claires, sont nettes. C'est un scanner standard, mais lorsqu'on fait un scanner low dose, on voit que l'image est un petit peu floutée avec un aspect granulaire. Donc ça nous donne le diagnostic, un scanner qui reste très intéressant, qui donne le diagnostic, surtout pour les calculs de plus de 3 mm et chez les patients donc, maigres, avec un IMC inférieur à 30. Concernant le scanner standard, sans ou avec produit de contraste, bien sûr, les images sont beaucoup plus nettes et ça permet de visualiser les petits calculs de taille inférieure à 3 mm avec une sensibilité et une spécificité excellentes. Si on injecte les phases tardives, donc permettent d'évaluer également l'anatomie des voies urinaires. Donc ce scanner est plutôt indiqué en urgence en cas de colique néphritique compliquée avec des signes de gravité et en cas de diagnostic différentiel suspecté, donc on n'arrive pas à voir avec un scanner low dose. Et bien sûr chez les patients obèses avec un IMC supérieur à 30. Donc est-ce qu'on peut réaliser une uro-IRM? Donc cet examen n'est pas donc, indiqué en première intention actuellement, mais peut trouver un intérêt chez la femme enceinte, mais en deuxième intention après avoir réalisé l'échographie. Donc si l'échographie n'est pas contributive, on peut en ce moment-là réaliser une uro-IRM sans injection de produit de contraste. Cet examen, comme on voit, donc ici c'est le même malade. Si on voit sur le cliché du haut, c'est un scanner qui est réalisé, c'est un scanner standard. On voit une image, donc une image hyper dense, donc c'est une lithiase méatique. Sur le cliché du bas, c'est un cliché d'uro-IRM, donc le calcul est non visible, donc ça demande beaucoup donc, de techniques
d'artifices techniques pour déceler donc, la présence de calcul. C'est pour cela que jusque-là, ce n'est pas un examen à réaliser immédiatement. Donc ça reste vraiment un examen qui est peu performant dans la pathologie lithiasique. Donc, dans cet article-là, publié en 2016 dans une revue suisse, j'ai mis exprès ce tableau pour voir la comparaison entre surtout les taux d'irradiation entre les différents examens qu'on réalise dans l'exploration de la colique néphritique. Donc, si vous voyez, donc, bien sûr, l'échographie, il n'y a aucune irradiation, mais si on compare l'arbre urinaire en préparation et le scanner low dose, on voit que vraiment c'est à peu près la même chose. Bon, c'est un peu plus cher, mais la dose d'irradiation est presque la même comparée à l'uroscanner standard, qu'il soit non injecté et surtout injecté. Là, on voit les doses d'irradiation qui sont très importantes. Donc, je vais résumer un petit peu les indications des examens radiologiques. Donc, on va suivre un petit peu l'algorithme à droite donc de la diapositive. Donc, devant une situation de colique néphritique, en cas de colique néphritique simple, donc au milieu, j'ai pas de pointeur, non, pas un pointeur. Pointeur. Vers l'écran, Heda. Vers l'écran. Oui. D'accord, ok, merci. Oui. Donc, si on voit ici, en cas de... on va suivre ensemble, donc c'est pas... Donc, en cas de colique néphritique simple, donc on voit si le sujet est obèse ou non. Donc, s'il n'est pas obèse, on réalise un scanner low dose. Et donc, si la lithiase est visible, donc c'est bon, on a le diagnostic. Sinon, donc on va s'orienter vers un uroscanner standard. Pour la femme enceinte, donc on réalise en premier lieu une échographie. Si on n'a pas le diagnostic, on peut faire en seconde intention une uro-IRM. Et si l'uro-IRM est normal ou n'est pas contributif, on fait un examen de troisième intention, donc on peut faire même un scanner low dose. En cas de colique néphritique compliquée, donc on fait en ce moment-là un scanner standard, qu'il soit donc injecté ou non, donc d'emblée, comme première intention. Donc on arrive au traitement. Donc concernant la prise en charge thérapeutique initiale, en cas de colique néphritique simple, donc le traitement, donc là, il ne faut pas chercher vraiment à trouver l'étiologie. On a posé le diagnostic de colique néphritique. Le traitement est symptomatique. Il faut soulager rapidement la douleur et puis on va s'intéresser aux autres choses. Donc, ce traitement médical antalgique doit être précoce et rapidement efficace. Le malade est gardé à la salle d'urgence et on va le mettre au repos au lit avec une surveillance clinique de la douleur, de la température et de l'aspect des urines. Donc le traitement de première intention, le traitement antalgique de première intention est représenté par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc c'est le traitement de première intention en l'absence de contre-indication. Son efficacité est comparable avec la morphine, mais avec une meilleure tolérance. On a beaucoup moins de vomissements et d'effets secondaires dans les études comparatives. Il y a deux produits qui ont l'AMM, le kétoprophène et le diclofénac. Donc, en Tunisie, malheureusement, on n'a pas la forme intraveineuse. Mais c'est une forme qui existe dans les pays occidentaux et c'est la meilleure voie à utiliser. Parce qu'elle a montré vraiment sa supériorité et sa rapidité d'action et l'efficacité. La voie intramusculaire qu'on utilise, nous, souvent, ne garantit pas une diffusion rapide et totale, et surtout chez les patients obèses ou les patients âgés. Donc, vraiment, c'est un manque. Si on dispose du kétoprophène par voie intraveineuse, ça sera excellent. La voie rectale peut être une alternative s'il y a une contre-indication à la voie intramusculaire et des difficultés d'abord veineux chez les patients. Donc, comment agissent ces anti-inflammatoires non stéroïdiens? On va revenir au cliché qu'on a vu tout à l'heure de la physiopathologie. Donc, ils ont un mécanisme d'action qui est précis. Ils vont inhiber
la synthèse de prostaglandine. On a vu que la prostaglandine, la synthèse de prostaglandine, c'est un élément important dans la genèse donc, de la colique néphritique, avec comme résultat une augmentation de la pression intrapiérique. Donc, une fois on a inhibé ces synthèses de prostaglandine, donc on va rompre le cercle vicieux. Il y a une diminution de la filtration glomérulaire, il y a une diminution du tonus des de la musculature lisse des voies urinaires. Il y a une diminution de l'œdème inflammatoire qui a généré l'obstruction. Donc les urines vont retrouver donc, leur cours normal, donc ils pourront s'évacuer. Et donc il va y avoir une diminution du flux urinaire et une diminution de la pression intrapiérique. Et ce sont les mécanismes qu'on va chercher comme traitement de choix pour la colique néphritique. Donc, bien sûr, pour utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut respecter tout d'abord les contre-indications, donc qui sont représentées surtout par la grossesse et particulièrement pendant le 3e trimestre, il est formellement contre-indiqué. Et bien sûr, vous savez le reste, surtout les problèmes digestifs, les ulcères évolutifs. Donc, pour le schéma, si on utilise le kétoprophène par voie intraveineuse, on peut arriver donc, à 100 mg 3 fois par jour comme dose maximale. Donc, qu'on va utiliser donc, par voie intraveineuse lente. Donc, on va le diluer dans du sérum physiologique et il faut le passer en une vingtaine de minutes minimum. Donc, à côté des anti-inflammatoires, on va associer des antalgiques. Et en première intention, on va associer des antalgiques non morphiniques. Le mieux par voie injectable, que ce soit du paracétamol ou bien du palier 2. Et ceci, surtout lorsque la douleur est faible à modérée. Donc, l'intérêt du paracétamol, c'est qu'il va diminuer le besoin de la morphine. Il a un intérêt chez les patients insuffisants rénaux et chez la femme enceinte. Le traitement qui associe INS plus paracétamol est supérieur à la monothérapie des deux produits utilisés chacun séparément. Donc il est supérieur à l'INS seul et au paracétamol seul, sans jamais augmenter les effets secondaires. Pour la morphine, elle garde une place importante, surtout lorsque la douleur est violente. Il y a certaines équipes qui associent systématiquement la morphine aux INS d'emblée, quelle que soit la douleur. Et on sait tous que la morphine reste importante parce que la réponse aux INS est imprévisible d'un sujet à l'autre. Il faut savoir qu'environ 20% des patients ne vont pas être soulagés par les injections répétées par INS et même par voie intraveineuse. Donc là, ça trouve sa place. Elle trouve également sa place en première intention s'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les antispasmodiques, donc on les a longtemps utilisés, mais il n'y a pas d'intérêt qui est prouvé. Donc là, c'est au pif, donc on peut l'utiliser même pour un effet placebo. Pour l'utilisation de la morphine, il faut respecter vraiment des règles. Il faut l'utiliser par voie intraveineuse, directe, par titration. Donc, on ne va pas donner vraiment des doses importantes dès le début. Donc, on va donner une petite dose de charge et par la suite, on va donner des doses répétées, des petites doses répétées. Il faut respecter les contre-indications représentées par les insuffisances respiratoires. Il faut faire attention un petit peu chez le sujet âgé. Bon, ce n'est pas formellement contre-indiqué, mais il faut essayer de réduire les doses. Et il faut savoir qu'il y a des effets secondaires qui sont donc, parfois graves, avec des dépressions respiratoires. D'où il faut que ce traitement soit entrepris donc, dans un lieu, par exemple la salle d'urgence, là où on peut scoper le patient et le surveiller de près. Donc voilà les recommandations donc, de l'EAU, donc les nouvelles, donc ça date de 2019, donc mise à jour, la dernière mise à jour 2019, qui parle de la même chose. Donc, il y a d'autres alternatives, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, qui ont été essayées. Donc, si vous mettez traitement de la colique néphritique, vous allez trouver plein de choses. Mais il faut savoir que ça manque d'études sérieuses. Donc, il y a des études, surtout pour les alternatives non médicamenteuses utilisant les injections intradermiques d'eau stérile ou papules d'eau stérile. Donc, il y a des études prometteuses, mais qui attendent un petit peu une confirmation par des études donc, plus conséquentes.
Donc, en dehors du traitement antalgique, il y a donc également un traitement à visée expulsive de la lithiase. Donc, on peut utiliser différents produits, mais essentiellement les alpha-bloquants. On peut utiliser également les inhibiteurs calciques, la nifedipine, mais l'efficacité est moindre, elle est inférieure au résultat des alpha-bloquants. Et actuellement, on est en train d'utiliser le tadalafil avec des résultats qui sont intéressants, mais qui nécessitent d'autres études plus approfondies. Donc, comment agissent les alpha-bloquants? On sait tous qu'il y a les mêmes récepteurs qu'on trouve au niveau du urètre prostatique et du col vésical. Les récepteurs alpha-1A sont présents au niveau des muscles lisses de l'urtère, surtout dans sa portion distale, pelvienne. Donc, ils vont entraîner un relâchement de la musculature lisse de l'urtère, ce qui va faciliter l'expulsion du calcul. Il y a plusieurs essais qui ont été réalisés, des essais sérieux, utilisant surtout deux produits, la tamsulosine et la silodosine, et qui ont montré beaucoup de bénéfices quant au taux d'expulsion des calculs pelviens, de la durée d'expulsion, et même sur la douleur. Donc ça contribue à diminuer les douleurs, sans risque accru d'effets secondaires. Donc là, il y a des recommandations. Donc si on voit un petit coup d'œil sur le tableau de droite, donc on voit qu'il y a un taux d'élimination spontanée, surtout pour les petits calculs de moins de 4-5 mm, qui est supérieur à 50%. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser les alpha-bloquants pour les petits calculs de moins de 5 mm. Donc pour l'EAU, il recommande d'utiliser les alpha-bloquants comme traitement expulsif pour les calculs de plus de 5 mm, mais inférieurs à 10 mm, parce que les chances pour ces calculs d'être éliminés, même sous traitement alpha-bloquant, sont presque nulles. Le taux d'expulsion, il est important, il est à peu près 85% dans les 4 semaines. Et donc, pour les calculs plus hauts, que ce soit de l'urtère moyen ou l'urtère proximal, donc il n'y a pas vraiment, il y a un niveau de preuve qui est faible, donc là, ce n'est pas recommandé de l'utiliser dans cette indication-là. Donc, en cas de colique néphrétique simple, un calcul de moins de 10 mm qui répond bien au traitement antalgique de première ligne. Donc là, c'est un malade qui peut être géré aux salles d'urgence. Donc là, ce n'est pas la peine d'appeler l'urologue et le déranger. Le malade peut retourner à domicile avec des prescriptions. Donc on peut laisser un traitement par voie, par exemple, intramusculaire pendant 48 heures maximum. Puis on va prescrire des anti-inflammatoires, un relais par la voie, des anti-inflammatoires par voie orale, avec des antalgiques également. On va conseiller aux malades de faire un tamisage des urines et de conserver tous les fragments éliminés, bien sûr pour une étude par la suite de ces calculs-là. Pendant longtemps, on a dit, est-ce que vraiment il faut une hydratation poussée ou bien plutôt une restriction hydrique? Donc on a essayé toutes les manœuvres, donc il n'y a pas de différence. Mais il faut savoir que vraiment, pendant la crise douloureuse, il faut essayer de minimiser les apports hydriques. Donc, dire aux patients de boire à sa soif, tout simplement. Il ne faut pas s'hydrater beaucoup. Le malade doit s'auto-surveiller, surtout avec une prise de température tous les matins. Et il doit consulter s'il y a apparition d'un moindre signe, donc par exemple une fièvre ou bien des vomissements, exagération de la douleur. Il doit reconsulter là et pour l'orienter vers l'urologue. Donc l'évolution immédiate habituelle est favorable, avec généralement une douleur qui disparaît rapidement. S'il y a une élimination du calcul, donc il y a une nette amélioration avec peut-être une petite phase polyurique. Donc il y a un soulagement immédiat. Donc quand est-ce qu'on adresse le patient à l'urologue? Donc bien sûr en cas de colique néphrétique compliquée, d'emblée, que ce soit un sepsis, une oligoanurie, colique néphrétique sur un terrain particulier, ou bien des facteurs de gravité liés au calcul. Par exemple, les calculs qui sont plus volumineux de 10 mm, là on sait que les chances d'élimination spontanée sont presque nulles. Donc ce patient va nécessiter obligatoirement une intervention de l'urologue. Donc pour ces formes compliquées, le principe de traitement urologique est commun à toutes les complications. C'est le drainage de la voie excrétrice en amont de l'obstacle lithiasique. Donc ce drainage peut se faire sous différentes modalités. Soit on met une sonde urétérale simple ou bien une sonde double J, ou bien une néphrostomie par voie percutanée
Donc la néphrostomie percutanée peut être mise même par l'urologue s'il dispose vraiment d'un échographe au bloc opératoire et d'un ampli de brillance. Donc ce n'est pas la peine qu'il soit orienté vers les radiologues. Il n'y a pas de radiologues qui sont dans le... Hein? C'est Mahdi. Pas de radiologues qui sont connectés. Pour le moment, aucun radiologue. Très bien. Donc on va drainer en premier les voies urinaires et ensuite on va traiter le calcul secondairement. Donc ce drainage permet de court-circuiter l'obstacle, d'évacuer les urines infectées, voire purulentes, d'où donc une diminution de la charge bactérienne en cas de sepsis. Donc on va citer un petit peu quelques formes compliquées et comment faire. Donc pour la colique néphrétique fébrile, donc là le tableau est évident. Donc il y a une colique néphrétique associée à une fièvre de plus de 38 degrés ou bien voire une hypothermie. Les signes cliniques d'infection peuvent se voir. On peut avoir également un syndrome inflammatoire biologique et plus ou moins des critères de sepsis grave, donc les scores, donc il y a des scores qu'on peut utiliser. Donc là, j'insiste sur ce mot, je l'ai mis en rouge, donc il faut vraiment dire qu'on est devant un tableau qui simule un abcès profond, donc avec un risque de choc septique et même un risque vital pour le patient. Il peut se développer des micro-abcès, une pyonéphrose avec destruction du parenchyme rénal. Donc peut-être on utilise plus le mot pyélonéphrite obstructive pour dire que c'est un tableau grave plus que colique néphrétique fébrile. Donc là, on est devant un tableau sérieux et gravissime, donc qui nécessite une prise en charge immédiate. Donc le diagnostic est basé sur le scanner pour préciser la nature de l'obstacle, et donc là, ça devient une véritable urgence médico-chirurgicale qui nécessite une hospitalisation en urgence, la réalisation rapide de prélèvements bactériologiques, des mesures de réanimation qui sont très rapides. On ne va pas attendre vraiment à la correction de tous les troubles ioniques, etc. Le meilleur traitement de ces patients, c'est l'amener au bloc opératoire, commencer l'antibiothérapie double immédiatement, et puis l'amener au bloc opératoire pour faire un drainage. Donc on associe une bithérapie à large spectre, probabiliste, donc, qui consiste à une association de céphalosporine de 3e génération parentérale avec l'amicacine, on n'utilise pas l'agenta, et j'insiste sur l'amicacine même en cas d'insuffisance rénale. Donc ça ne contre-indique pas l'insuffisance rénale, quel que soit son degré, ne contre-indique pas la première dose d'amicacine. L'insuffisance rénale pose un problème pour les injections ultérieures, là où il y aura une accumulation. Donc on ne doit pas avoir peur de cette aminoside. Donc, pour les autres formes, donc s'il y a une anurie, donc là, il y a un problème le plus urgent. Donc là, on peut prendre notre temps parce qu'il y a un problème qui est vital, plus, c'est l'hyperkaliémie, surtout lorsqu'elle est menaçante. Donc, on doit la corriger avant tout geste chirurgical. Donc, on peut mettre soit des mesures médicales ou bien une épuration extra-rénale, donc avant de faire le geste de drainage. Pour la colique néphrétique hyperalgique, donc là, elle est définie par la persistance ou la répétition de crises douloureuses, marquerait un traitement antalgique bien conduit. Donc tout d'abord, il faut voir est-ce que vraiment ce traitement médical a été bien conduit avant de dire que c'est une colique néphrétique hyperalgique. Et donc ça peut même nécessiter, pour les formes réfractaires, un drainage de la voie excrétrice, donc une JJ à but antalgique. Pour la rupture de la voie excrétrice supérieure, donc ça correspond à une rupture du fornix. Donc vous voyez sur le schéma du haut, c'est une zone fragile. C'est la jonction donc, du fond du calice avec la papille rénale. Donc c'est une zone fragile qui peut se rompre en cas d'augmentation très importante de la pression intrapyélique. Et donc là, le tableau peut se voir donc, une apparition de fièvre au décours d'une colique néphrétique. La situation évocatrice, donc le patient a tout d'abord une colique néphrétique, ensuite il va sentir un soulagement, puis il va y avoir réapparition des symptômes, voire d'une fièvre secondairement. Donc le diagnostic repose soit sur l'échographie ou sur le scanner, vous voyez sur le scanner, donc à gauche on voit que le rein est entouré par une collection liquidienne, donc ce qu'on appelle l'urinome. Et donc là, ça ne nécessite pas systématiquement un drainage de la voie excrétrice, donc on peut mettre en route un traitement médical, mais s'il y a l'urinome qui continue à se développer ou bien l'obstacle n'est pas levé, donc en ce moment-là, on peut être amené à faire un drainage de la voie excrétrice. Donc pour la femme enceinte, juste 2 mots.
Donc, généralement, la colique néphritique survient au 2e, 3e trimestre de grossesse. Donc là, ça pose un double... Pourquoi c'est une forme grave? Parce que ça pose un double pronostic maternel et fœtal. Ici, donc, pour la démarche diagnostique, c'est l'échographie en première intention. Il y a un problème distingué par imagerie entre obstruction et dilatation physiologique des voies excrétrices qu'on rencontre surtout donc, dans les derniers mois. Et pour le traitement antalgique, là aussi, ça pose un petit problème parce que les ANS et la codéine sont contre-indiqués. Donc, on utilise le paracétamol avec une efficacité qui n'est pas vraiment très, très importante. Et donc, là, on peut soit utiliser la morphine ou une corticothérapie. Sinon, donc, s'il y a une persistance de la douleur, même, on peut mettre des JJ. Et là, donc, il faut mettre la JJ sans contrôle scopique et puis la vérifier peut-être par une échographie immédiatement. Donc, pour le transplanté rénal, juste, il y a un problème, c'est que le rein n'est plus innervé, donc il n'y a plus de terminaison nerveuse. Donc, c'est une colique néphritique, c'est une obstruction qui reste indolore et avec un risque infectieux qui peut être donc majoré du fait du terrain d'immunodépression. Donc, bien sûr, le patient, donc, dans un premier temps, il est traité, on a soulagé sa douleur, on a traité les complications éventuelles. Donc, ces patients nécessitent toujours un traitement étiologique qui sera différé. Et donc, bien sûr, on va rejoindre les indications qu'on connaît tous à propos donc, de la lithiase qui va dépendre de sa taille, de son siège et de son retentissement. Donc, je vous ai mis ici un algorithme de prise en charge. Donc, il résume un petit peu ce qu'on a dit. Donc, on ne va pas le développer. Donc, vous pouvez le voir par la suite tranquillement. Et donc, je vais dire en conclusion, que la colique néphritique est une pathologie fréquente en médecine d'urgence. La forme simple représente la majorité des cas et qui nécessite une antalgie efficace et un suivi en ambulatoire. Le scanner, surtout low dose, est l'examen de choix pour les coliques néphrétiques non compliquées en dehors de grossesse ou d'une obésité avec un IMC supérieur à 30. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens constituent le traitement de première intention de la colique néphrétique associé au paracétamol ou à la morphine selon l'intensité de la douleur. Et enfin, il faut toujours rechercher et dépister les formes compliquées qui nécessitent une prise en charge spécialisée en urgence. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé très complet. Alors, je pense qu'il y aura des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, c'était limpide, clair? Aucune interrogation, une question? Pas de question? Professeur Mseddi, vous avez une question? On provoque les questions. Bravo, professeur Hachlimène, pour cette belle conférence. Donc, durant la garde, quand on a une colique néphrétique, et on juge que le patient est très algique, est-ce qu'on peut passer directement à un palier 2 dans les antalgiques, où il faut commencer par le palier 1 pour voir le résultat? Deuxième question, on sait tous que les antispasmodiques ne sont pas recommandés par les sociétés savantes, notamment par l'EAU, dans les coliques néphrétiques, mais selon vous, si on a des explorations radiologiques qui montrent que le calcul est supérieur à 6 mm de grande taille et que le risque d'expulsion est minime, est-ce qu'on peut associer des antispasmodiques? Merci. Oui, merci pour la question. Donc, en fait, les recommandations se basent sur les études. Et donc, les principales études ont été réalisées concernant le paracétamol et on va trouver que palier 1, palier 3. Donc, on saute un petit peu les paliers 2. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité, puisque ce n'est pas dans les recommandations, mais c'est vrai que nous, on a l'habitude plus d'utiliser les paliers 2. On a beaucoup de formes injectables, par exemple le tramadol, etc. Donc, on l'utilise dans notre pratique courante. Mais donc, pour le cours, j'ai mis uniquement ce qui est recommandé. Mais moi personnellement, j'utilise plus le palier 2 que le paracétamol. Donc là, c'est pour la première question. Donc pour la deuxième question, c'est à propos des calculs de 6 mm. Ah, pour les antispasmodiques. Donc vraiment,
pour nous, les antispasmodiques, généralement, on a les patients qu'on voit, comme urologue, même pour une colique néphrétique simple. C'est généralement des patients qui ont résisté à la première injection d'anti-inflammatoire. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est peut-être une solution attentiste entre le traitement médical et le traitement chirurgical. Donc, ce qu'on fait, donc on va donner un traitement de plus, je vais mettre une perfusion avec des ampoules de space-fond, etc. Mais sur les études, ça n'a pas montré d'effet. Donc on a dit que les antispasmodiques ont été utilisés pendant longtemps parce qu'on croyait que la douleur était liée au spasme. Mais ce n'est pas ça. Donc le mécanisme est autre. C'est une obstruction. C'est le fait que le calcul bloque, il va entraîner un œdème, il va entraîner donc tout ce cercle vicieux. Donc pour agir, il faut rompre le cercle vicieux. Et les antispasmodiques, ils n'ont aucun mécanisme d'action au sein de ce cercle vicieux. C'est pour ça qu'ils sont inefficaces. Ils n'ont pas d'action. Enfin, donc c'est ça. Mais pour une attitude expulsive, non, c'est plutôt les alpha-bloquants. Ils ont été étudiés, les antispasmodiques, mais le fait de les associer ou non, ça n'a pas donné un impact sur le résultat d'expulsion par la suite. Donc tu comprends. Plutôt peut-être nous, en tant que praticiens, on les utilise par habitude plus qu'autre chose. Mais sur le plan donc evidence-based medicine, qui est cher à notre ami Mahdi, donc là, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve médicale qu'il y a une efficacité. Vous me tendez la perche pour une deuxième question. En ce qui concerne les alpha-bloquants, on sait tous que les études ont été réalisées sur la tamsulosine et la silodosine. Selon votre expérience, est-ce que même les autres alpha-bloquants sont efficaces? Et est-ce que dans les coliques néphrétiques où on a un calcul qui est bas, vous associez souvent un alpha-bloquant aux anti-inflammatoires et antalgiques? Oui, donc en fait, je pense que tous les alpha-bloquants, il n'y a pas d'études, mais selon notre expérience, tous les alpha-bloquants peuvent être efficaces. J'ai une petite réserve, tout simplement, avec les collègues qui utilisent un certain produit, j'ai oublié le nom pharmaco, donc je ne vais pas le citer, donc à la dose de 1 mg. Là, je pense que c'est inutile. L'oxazosine. Oui, voilà, donc il faut donner pleine dose. Mais tous les alpha-bloquants ont le même mécanisme d'action, ils vont bloquer donc, ces récepteurs alpha-1A, donc, qui va être responsable du relâchement des fibres musculaires lisses. Donc certainement, ils vont agir. Donc ils ont profité, les autres firmes, ils ont profité des travaux sérieux qui ont été faits avec la tamsulosine et la silodosine. Donc ils bénéficient de ça. Donc voilà. Alors, nous avons aussi des questions en ligne. Alors, nous avons le docteur Zribi qui est connecté avec nous en visioconférence. Alors, à vous la parole, docteur. Docteur Zribi est le président de la Société tunisienne d'urologie. Il va nous faire part de ses questions, de ses remarques sur ce cours. Merci, Mahdi. Bonjour tout le monde. Bon Bonjour. Dimanche. Bonjour. J'ai deux petites remarques d'ordre pratique. Oui. Alors, sur le plan pratique, nous, au cabinet privé, on a tendance à demander le scanner. Et on a trouvé une astuce que quelques cliniques nous font le scanner avec un prix assez compétitif. Un scanner qui coûte aux alentours de 180 dinars. Et si on le compare à l'échographie à USP, c'est bien pas une très grande différence. Et là, ça on résout le problème une fois pour toutes. Deuxièmement, j'ai une petite remarque concernant les coliques néphrétiques. Et lors de notre pratique, il faut noter que si la douleur disparaît, ça ne veut pas toujours dire que le calcul a disparu ou a été éliminé. Ça, c'est très important. Il faut mettre ça en tête. On peut perdre des reins sans se rendre compte. Et un autre aussi point pratique, c'est qu'on demande aux patients, on ne va pas refaire un scanner pour contrôler l'élimination du calcul, et on demande aux patients, surtout lorsqu'ils commencent à avoir des signes d'irritation vésicale, ce qu'il calcul va être éliminé, et donc on demande aux patients d'uriner dans un bocal ou tamisser ses urines. Et là, on évite de faire, on va dire, un deuxième contrôle radiologique qui sera bien sûr invasif sur le plan radiation. Et puis, ma dernière remarque, c'est d'ordre plutôt thérapeutique. Lorsqu'on est amené à agir sur un calcul impacté et on fait une endoscopie, on passe le guide,
Et ces patients ne sont pas infectés, les urines sont stériles. Il n'y a aucun stigmate d'infection aussi bien biologique que sur le plan CBU, CRP, etc. Et si, lorsqu'on passe le guide, on trouve des urines qui sont troubles, on doit s'arrêter, mettre notre sonde et arrêter. Il ne faut pas avancer sur le plan thérapeutique. Voilà ces remarques sur le plan pratique, ce que je voulais partager avec vous, et surtout avec les jeunes qui assistent le cours. Voilà. Oui, merci, Dr Zribi, pour ces remarques très pertinentes que je partage. Et je reviens un petit peu sur le point scanner. Donc là, vous avez vraiment une chance de faire cet arrangement avec les radiologues, parce que le scanner, qu'il soit low dose ou bien standard ou injecté, donc il coûte très très cher en privé. Et même si on le fait à l'hôpital, donc ça va avoir un coût. Donc là, c'est très bien. Moi, j'ai eu une discussion avec nos amis médecins à la CNAM. Et malheureusement, donc, j'ai trouvé qu'ils travaillent encore avec des habitudes anciennes. C'est-à-dire, j'étais à la CNAM pour un problème personnel et j'ai trouvé le médecin qui m'a posé la question. Docteur, est-ce qu'on peut faire le scanner sans qu'il y ait une échographie auparavant? Donc, moi, j'ai dit, dans les recommandations, si on demande un scanner, donc c'est fini. Donc, il n'y a plus une place pour l'échographie. Et donc, pourquoi à l'étranger, tout examen, il peut être remboursé. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas multiplier les examens. On fait soit l'un ou l'autre, on ne va pas faire les deux. Mais ici, l'échographie, elle est faite sur la charge du patient. Donc, c'est pour ça qu'à la CNAM, il exige que le malade ait une échographie. Il doit amener un compte-rendu, une copie du compte-rendu. Et je trouve que c'est aberrant. Ce n'est pas parce que le malade fait l'échographie sur sa charge qu'on est obligé de faire cet examen-là. Et il faut peut-être intervenir auprès de la CNAM pour changer un petit peu ses habitudes anciennes. Donc, les choses avancent. On a des recommandations et qu'il faut peut-être suivre. Et cette astuce-là, c'est bien. Personnellement, il faut également insister, lorsqu'on demande les scanners en urgence, préciser qu'on demande un scanner low dose. Parce que si on fait le diagnostic d'un calcul, avant d'entreprendre le traitement urologique par la suite, il faut impérativement refaire un scanner standard, voire injecté, surtout lorsqu'on va faire une chirurgie invasive. Et donc, si on va faire 2 scanners standards qui sont successifs à quelques jours ou à quelques semaines d'intervalle, ça va être très irradiant pour le patient. Et c'est pour ça qu'il faut en premier faire le scanner non injecté low dose et puis faire le scanner standard qui va nous donner une idée sur la topographie du calcul, l'anatomie du rein et le reste. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous avons maintenant une autre question par écrit en ligne. Donc nous avons un confrère qui vous dit que le kétoprophène n'aurait pas l'AMM. Donc est-ce que cela poserait un problème médico-légal? Il nous parle aussi de l'astuce du bain chaud pour calmer la crise. Alors, le bain chaud pour calmer la crise. Alors, pour calmer la crise de colique néphrétique. Alors est-ce que vous pouvez lui répondre? Oui, bien sûr. En fait, le seul produit qu'il a même dans la colique néphrétique, c'est le diclofénac. Donc, c'est le diclofénac. Mais le kétoprophène, vraiment, se caractérise par sa forme injectable intraveineuse. Et donc, c'est dans les recommandations. C'est hors AMM, mais c'est dans les recommandations. Donc, on est protégé. On peut l'utiliser puisque c'est dans les recommandations sans aucun souci. Pour le pain chaud, donc j'ai dit qu'il y a beaucoup de techniques et d'alternatives non thérapeutiques qui sont utilisées. On peut utiliser l'acupuncture, l'application le pain chaud, c'est sur la fosse Lambert, c'est ça? Il n'a pas précisé. Donc oui, donc l'application, j'ai mis dans mon exposé qu'on peut mettre à une application de quelque chose, de chaude au niveau de la fosse Lambert. Et ça peut calmer, donc cet effet thermique peut calmer la douleur, oui, tout à fait. Alors, professeur Break, vous avez une question aussi? Oui. Merci Mourad pour la qualité de la présentation. Bon, j'ai deux petites remarques, ou deux messages et deux petites questions. Donc, concernant les messages, c'est pour les malades qui consultent pour des coliques néphrétiques et qui amènent avec eux une échographie normale ou bien
la plupart des services, on a des échographies. Si on ne trouve pas une dilatation, c'est là qu'il faut faire le scanner en urgence. Parce qu'il y a des diagnostics différentiels, parfois graves, qu'il ne faut pas passer à côté, tel que l'anévrisme de l'aorte ou la pancréatite. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est si on fait une montée de sang JJ chez une femme enceinte, il y a, sur le plan physiologique, il y a une sorte d'hypercalciurie physiologique, donc un risque important d'incrustation des JJ, donc il faut les changer régulièrement à 1 mois, je crois. Tout à fait, oui. Concernant les questions, la première question, c'est concernant le traitement du calcul en lui-même en urgence. Quel patient qu'on peut leur proposer, soit donc dans les coliques néphrétiques, je dis bien non compliquées, non hyperalgiques. Quand est-ce qu'il faut hospitaliser les malades et faire une lithotripsie directement, sans tenter le traitement médical expulsif, donc faire soit la LEC, soit l'uréteroscopie. La deuxième question, dans le traitement médical expulsif, certains conseillent une activité sexuelle. Là, vous avez parlé du tadalafil. Est-ce que le tadalafil en lui-même, dans la littérature, est-ce qu'il y a des études comparatives? Le tadalafil en lui-même, ça facilite l'expulsion, ou bien l'activité sexuelle qui est secondaire à cette prescription? Oui, tout à fait. On a parlé de ça. Bon, tout d'abord, pour la première question, je pense que ça dépend de la taille des calculs. C'est-à-dire, si on est devant un calcul de plus de 10 mm, donc là, je pense qu'il ne faut même pas tenter un traitement médical expulsif et s'orienter vers un traitement urologique, qu'il soit donc par voie endo-urologique ou bien par lithotripsie. Pour les calculs entre 5 et 10 mm, là, c'est vraiment la place de premier choix pour le traitement expulsif. Donc, on peut prendre quelques temps pour faire ce traitement-là. Bien que, dans notre pratique courante, on peut s'attaquer à des calculs de plus de 10 mm pour essayer donc, le traitement expulsif. Mais si on suit les recommandations, les chances d'élimination de ce type de calcul, il est inférieur à 2%. Donc, est-ce que les 2% vont la peine ou non pour essayer ce traitement ou non? Donc, en ce qui concerne le traitement, ça dépend donc du plateau technique à disposition. Si on a un appareil de lithotripsie qui est disponible, donc le fait de faire la lithotripsie en période douloureuse n'est pas un problème. Et parfois même, c'est le contraire. Ils disent que peut-être cet œdème qui entoure le calcul peut faciliter un petit peu donc, sa fragmentation et son élimination. Il y a donc des études qui ont essayé de faire les lithotripsies en urgence dès que le malade arrive avec cette colique néphrétique et dès qu'on a posé le diagnostic. D'accord? Donc pour la deuxième question, pour l'activité sexuelle, oui, bon, ça dépend du niveau de douleur. Je pense que si un malade algique, il a pris son comprimé, il reste algique, donc il ne peut pas peut-être faire un rapport sexuel. Il n'a pas la tête. Mais s'il va se trouver, donc il a une accalmie et que le comprimé a agi, donc pourquoi ne pas profiter de profiter? Je pense qu'ils ont débattu de ce problème-là, mais ils ont dit que le comprimé n'est pas donné dans une idée d'activité sexuelle. Peut-être que la douleur inhibe un petit peu l'érection et l'envie. Donc c'est dans cet état d'esprit. Donc on donne vraiment pour l'indication élimination de calcul, vu que ça entraîne également, comme on l'a vu, le tadalafil à l'AMM pour l'HBP. Donc c'est le même mécanisme d'action, c'est le relâchement des fibres musculaires lisses. On l'utilise pour cette indication purement. Alors, nous avons un autre intervenant en ligne, le professeur Mehdi Bouassida, qui va intervenir pour nous pour poser des remarques ou des questions sur les coliques néphrétiques. Alors, il faut juste que vous activiez la vidéo et le son. Alors, appuyez sur le bouton. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mahdi. Merci, professeur Jaiden, pour m'avoir introduit dans la liste des panélistes. Merci, Simorad, pour cette excellente présentation. Bon, tout a été dit, je pense. Juste, je voulais... Attendez, je vais démarrer la vidéo, voilà.
dans mon bureau. Donc, juste le prophénide injectable. Vous avez parlé, je vous ai écouté dire de la voie intraveineuse. Oui. Est-ce que la voie intramusculaire peut faire l'affaire comme intraveineux? Est-ce que ça a été utilisé? Je demande à mes collègues, est-ce que quelques-uns ont utilisé cette forme en intraveineux, ou bien il faut avoir la vraie forme intraveineuse qui n'est malheureusement pas disponible en Tunisie? Oui, j'ai posé la question et la réponse est formelle. Donc c'est totalement interdit d'utiliser cette voie. C'est une voie intramusculaire, donc pure, et on ne peut pas l'utiliser par voie intraveineuse. Il y a une autre forme qui est dédiée à ça. Donc ça peut comporter donc, des accidents et on ne doit jamais l'utiliser par voie intraveineuse. Cette forme qui n'est pas disponible en Tunisie? Non, elle n'est pas disponible. Elle existe en France. Moi, je me rappelle, c'était le protocole, on l'utilisait de façon systématique. Donc, on mettait du prophénide par voie intraveineuse 3 fois par jour, et puis on voit le patient par la suite. S'il n'y a pas d'amélioration, on avait un protocole, donc on mettait le patient en bloc, on mettait une sonde JJ en vue d'une urétéroscopie une semaine après si le calcul n'est pas éliminé. Donc ça facilite les choses. Donc on avait un protocole comme ça, on peut le mettre, donc c'est pratique. Donc par analogie, on peut arriver aussi à 300 mg en intramusculaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, les 200 mg, c'est pas, bon, on les utilise comme dose peut-être précautionneuse, mais une dose maximale de 300 mg par jour peut être donnée, tout à fait. D'accord. Le traitement injectable, c'est 48 heures. 48 heures de traitement injectable à la dose de 300 mg, c'est permis, même par voie intramusculaire, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez de l'expérience avec la forme suppositoire? Est-ce qu'elle est meilleure que la forme orale? En relais, je veux dire. En relais ou bien en crise au début? En crise, si oui. Le patient, par oui, exemple, certains disent que la voie rectale, elle est meilleure que la voie intramusculaire, carrément. Donc, oui, c'est une forme qui est valable. Si le patient donc n'a pas d'objection concernant cette voie, donc on peut l'utiliser. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour ces questions. Il y a une question tout à l'heure derrière. Oui, c'est bon, on a répondu. C'est bien. Ça a été dit dans la discussion. Ça a été dit, d'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Alors, oui, Dr Zribi vous propose le Voltaren en suppos, qui aurait une action rapide aussi. Oui. C'est une autre Tout alternative. à fait, oui. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions sur le chat YouTube? Oui, la voie rectale, c'est une voie valide et qui agit rapidement. Même, pour certains, c'est mieux que la voie intramusculaire. Et donc, je crois que... Mais nous, tu sais, Mahdi, il y a un problème, c'est qu'on a toujours, que ce soit praticien ou malade, que le traitement injectable, il a un effet psychologique. Toujours. Donc, il y a un effet psychologique de plus. Mais là, on peut utiliser d'autres voies qui sont meilleures.